Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez mon diaporama. Donc, je vais vous parler des recommandations internationales de prise en charge selon les dernières publications il y a à peu près maintenant 2 ans. Voici mes liens d'intérêt. Alors, dans la sarcoïdose, il y a eu depuis 1999 une petite dizaine de mises au point. Les mises au point ont comme caractéristique d'être basées sur des avis d'experts qui sont des mises au point soit internationales, soit nationales. Et vous voyez que la dernière mise au point qui est de la BPS, c'est en 2021. Et finalement, depuis 2019, il y a eu un mouvement qui a fait que les experts internationaux ont préféré essayer de faire des recommandations. Et les recommandations, c'est un peu différent parce que c'est basé sur une revue assez stricte de la littérature. Et je vais vous parler de 2 types de recommandations. Des recommandations sur le plan du diagnostic et des recommandations sur le plan du traitement de la sarcoïdose. Donc voilà la méthodologie des recommandations. Il y a le système GRADE qui est Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, qui est des recommandations qui sont basées sur l'évidence, avec un niveau d'évidence qui est très élevé quand il y a des essais randomisés, contrôlés, 1 ou 2 essais le plus souvent, et qui fait que des études supplémentaires ont très peu de chances de modifier les recommandations. Des qualités d'évidence modérées, 3 croix. Là, c'est souvent basé déjà sur des études randomisées contrôlées, et des études supplémentaires pourraient avoir un impact, mais à la marge. Puis vous avez des qualités d'évidence faibles, voire très faibles, où là, il y a des études supplémentaires auront certainement un impact. Et quand les qualités d'évidence sont très faibles, vous allez voir dans les recommandations, il y a souvent des qualités d'évidence très faibles, et il y a une incertitude, et c'est vraiment basé sur les avis d'experts. Ensuite, ces experts vont faire des recommandations qui seront soit des recommandations fortes, et sur le papier, il va y avoir noté on recommande, c'est-à-dire que la plupart des malades devraient être pris en charge selon ces recommandations, et une petite minorité peuvent être prises en charge différemment en fonction de la discussion qu'on peut avoir avec le malade. Et des recommandations conditionnelles, là sur les papiers, il est noté on propose, la majorité des malades doivent être pris en charge selon cette proposition, mais il y a une grande minorité qui peut être prise en charge un peu différemment. La différence entre les avis d'experts et les recommandations, c'est que les avis d'experts, malgré leur faible niveau de preuve, permettent d'avoir un raisonnement sur l'ensemble des sujets à problème, l'ensemble des sujets nécessaires à traiter pour les malades. Et donc, les experts raisonnent par homologie. Et à côté de ça, les recommandations basées sur la revue de la littérature très stricte, là, c'est sur un niveau de preuve très important, mais comme les données de la littérature sont incomplètes, il y a beaucoup de trous dans la raquette, et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne pourrait pas faire de recommandations si on se basait sur cette analyse de la littérature. Alors, je vous donne cet exemple de la fibrose pulmonaire idiopathique, où en 2000, il y a eu une mise au point internationale où les experts, selon leur expérience, ont proposé de traiter les fibroses pulmonaires idiopathiques par des corticoïdes et de l'azathioprine ou du cyclophosphamide. Puis, en 2011, après une analyse très stricte de la littérature, il y a des recommandations qui sont sorties, et là, très clairement, les recommandations étaient contre l'utilisation des corticoïdes et des immunosuppresseurs, contre la N-acétylcysteine, les corticoïdes et les immunosuppresseurs. Et là, c'était vraiment des recommandations qui étaient assez fortes contre. Et finalement, ça a été confirmé, vous voyez, 1 an plus tard, par l'essai Panthère, où finalement, qui a prouvé que le traitement combiné par des corticoïdes et des immunosuppresseurs était délétère. Vous m'entendez toujours bien, j'espère. Alors, donc, on va parler de ces recommandations, des recommandations diagnostiques, recommandations thérapeutiques, sur lesquelles il y a eu un collège d'experts, mais qui sont aussi basées sur avec des méthodologistes et des représentants patients.
Et c'est ça qui est très important. Alors, il y a ce cercle que je vous expliquerai un peu plus tard pour vous montrer comment ont été établies ces recommandations. On va tout de suite sur le diagnostic. Le diagnostic est toujours basé dans la sarcoïdose sur le fait d'avoir un traitement clinique compatible, une inflammation granulomateuse non nécrosante sur un ou plusieurs prélèvements, et l'absence de cause retrouvée de cette granulomatose. Alors, les tableaux cliniques les plus caricaturaux, c'est le syndrome de Löfgren, le lupus pernio, l'uvéite, l'érythème noueux, et sur le plan de la radiologie, les adénopathies bilatérales, l'atteinte parotidienne, et sur le plan de la biologie, l'hypercalcémie, l'hypercalciurie, c'est vraiment les tableaux cliniques les plus caricaturaux. Il y a des tableaux cliniques qui sont aussi évocateurs, mais qui sont moins francs. Alors, à quoi se sont intéressés ces experts dans les recommandations? Faut-il obtenir une biopsie ganglionnaire chez tous les patients qui ont des adénopathies médiastinales et hilaires bilatérales? Et finalement, sur la base de la revue de la littérature, ils ont recommandé que dans le Löfgren, le syndrome d'Irfort, qui est la parotidienne, l'uvéite, la paralysie faciale et la fièvre, ou le lupus pernio, il est proposé, donc c'est une recommandation conditionnelle, de ne pas prélever les ganglions pour confirmer le diagnostic, et donc de retenir le diagnostic. Chez les patients qui sont asymptomatiques, avec des anopathies hilaires bilatérales, finalement, ils n'ont pas pu ressortir de recommandations. La revue de la littérature, quand même, sur 16 études, 556 patients, montre que chez ces malades avec des anopathies hilaires bilatérales, chez les patients asymptomatiques, donc 85% des cas, c'est la sarcoïdose, mais il y a quand même 2% des cas où on peut tomber sur une tuberculose ou un lymphome. Donc il y a vraiment, ils ont préféré ne pas faire de recommandations et de demander à ce qu'on analyse le dossier au cas par cas en fonction de l'épidémiologie et des risques de prélèvement. Et donc, surtout, les recommandations, c'est si jamais on décide de ne pas prélever ces malades, il faut les surveiller pour être sûr qu'ils n'évoluent pas comme une sarcoïdose, comme une tuberculose ou un lymphome. Le deuxième élément sur lequel ils se sont penchés, c'est faut-il faire, en cas d'adénopathie médiastinale et hilaire, plutôt une égo-endoscopie ou une médiastinoscopie. Vous voyez qu'il n'y a pas d'études qui comparent les deux examens, que le rendement diagnostique est très en faveur de la médiastinoscopie, qui a un rendement qui est proche de 100% contre 90% pour les bus. Et les bus à moindre complications, ça coûte moins cher, il n'y a pas d'anesthésie générale. Et donc, l'examen de référence est proposé. C'est une proposition, une recommandation conditionnelle. C'est l'écho-endoscopie pour prélever les adénopathies. Ensuite, ils se sont intéressés aux localisations extrathoraciques. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour dépister, pour faire le diagnostic positif des localisations extrathoraciques? Ils se sont intéressés à l'œil, au rein, au foie, à la calcémie et aux anomalies hématologiques. Pour l'œil, sur la base de 16 articles, 26% des malades ont une atteinte ophtalmologique. Pour 78% d'entre eux est symptomatique, mais finalement, l'examen ophtalmologique est un examen simple, le traitement de l'atteinte oculaire est efficace, et donc la recommandation est conditionnelle avec un niveau d'évidence très faible, mais on recommande de faire un examen systématique de l'œil. Pour le rein, on recommande de faire une créatininémie. Pour le foie, on recommande, parce qu'il y a 12% d'atteinte hépatique, de faire, qui sont plutôt cholestatiques, des phosphatases alcalines. Le seul élément auquel la recommandation est finalement forte, c'est la calcémie. Et pourquoi cette recommandation est forte, même s'il y a 6% d'atteinte avec une hypercalcémie, c'est parce que ça évolue vers l'insuffisance rénale, vers l'insuffisance rénale chronique, qui, si elle n'est pas traitée, peut vraiment aggraver le pronostic de ces malades. Donc il y a une recommandation forte, malgré un niveau d'évidence très faible, de faire une calcémie systématique chez tous les malades. Sur le plan hématologique, il y a des leucolymphopénies qui est classique, hein, et des anémies, et il y a une recommandation faible de faire tout de même une numération formule sanguine. Vous voyez qu'il manque beaucoup de choses, hein, dans ces bilans-là, mais c'est vraiment le parti pris qu'ils ont pris pour faire ce papier, pour faire cette publication, de n'utiliser que des données sur lesquelles on avait des données fiables sur la littérature. Pour l'atteinte cardiaque, quel examen peut-il faire?
En l'absence de symptômes évocateurs, faut-il faire un électrocardiogramme, une échographie cardiaque ou un Holter-ECG? Là, les recommandations sont très variables selon les pays. Mais finalement, ce qui a été retenu, c'est que c'est l'électrocardiogramme qui, même s'il est moins sensible, il y a 7% d'atteinte cardiaque à l'électrocardiogramme avec une sensibilité de 9%, est tout aussi spécifique que l'échographie et que le Holter-ECG. Et surtout, l'électrocardiogramme est prédictif d'atteinte cardiaque de mauvais pronostic. Avoir une anomalie à l'échographie ou au Holter sans anomalie à l'ECG n'est pas prédictif d'une atteinte cardiaque de mauvais pronostic. Donc c'est l'électrocardiogramme et seulement l'électrocardiogramme qu'il faut faire au bilan diagnostique d'une sarcoïdose. La deuxième étape pour l'atteinte cardiaque, c'est en cas de suspicion d'atteinte cardiaque, de symptômes ou d'électrocardiogramme anormal, quel est l'examen à réaliser pour faire un diagnostic positif ou éliminer une atteinte cardiaque? C'est très clairement pas l'échographie cardiaque et ce qui vient en première intention, c'est l'IRM, parce que l'IRM a une très belle valeur, très bonne valeur prédictive négative. Si l'IRM cardiaque est normal, il n'y aura pas d'atteinte cardiaque avec un risque d'événement cardiaque. Et donc, c'est l'IRM cardiaque qui est faite en première intention. Encore une fois, recommandation conditionnelle, proposition avec un niveau d'évidence très faible. Et en deuxième intention, c'est l'IRM, le PET scanner qui est fait dans les zones où on peut faire un PET scanner cardiaque, mais cela demande une préparation particulière. Il peut y avoir des faux positifs, donc c'est vraiment à manier avec précision. Ils ont fait aussi des recommandations sur l'hypertension pulmonaire, c'est plus anecdotique, mais je vous en parle quand même, à savoir comment faire pour faire un diagnostic d'hypertension pulmonaire qu'il faut dépister. Finalement, il faut dépister tous les malades qui ont une douleur à l'exercice, des syncopes, des anomalies à l'auscultation cardiaque avec un B2, un éclat de B2, une diminution de la distance au test de marche, une désaturation à l'exercice, une diminution de la DLCO, très disproportionnée par rapport à l'atteinte des volumes, une augmentation du diamètre de la P, BNP, ou en cas de fibrose pulmonaire, il faut faire systématiquement une échographie cardiaque. Et quand l'échographie cardiaque est anormale, il faut faire un cathétérisme cardiaque pour éliminer une hypertension pulmonaire. Maintenant, je vais passer au traitement. Et c'est le deuxième papier des recommandations internationales sur le traitement. Et donc, c'est quelle est l'indication tout d'abord? Quelles sont les indications du traitement? Diminuer le risque de décès et de handicap chez les patients à risque, donc diminuer les décès et la morbidité, et aussi améliorer la qualité de vie. Vous voyez dans ces graphes que je vous ai mis, les sarcoïdoses, toutes confondues, ont une diminution de la survie par rapport à la population générale, surtout les sarcoïdoses qui nécessitent un traitement à un moment donné dans leur histoire clinique. Les sarcoïdoses de stade 4, cette courbe sur l'atteinte pulmonaire, la courbe en rouge, ont une diminution de la survie par rapport aux sarcoïdoses sans fibrose. Les sarcoïdoses avec atteinte cardiaque ont aussi une diminution de la survie, ou de la survie sans événement cardiaque, ou de la survie sans transplantation. Et enfin, l'atteinte du système nerveux central est aussi associée à une diminution de la survie. Donc, les patients qui ont une sarcoïdose décèdent principalement de leur fibrose pulmonaire, de l'hypertension pulmonaire, parfois d'une atteinte cardiaque primitive, parfois d'atteinte neurologique. Et c'est ces patients qu'il faut traiter. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte la qualité de vie et traiter certains malades qui ont une diminution de la qualité de vie qui serait liée à la granulomatose floride. Alors, voilà, je vous parle de la méthodologie PICO. Peut-être que certains d'entre vous sont familiarisés. PICO, c'est fait pour patients. Ils ont analysé la littérature en voyant à quel patient s'est intéressé le papier étudié. I, c'est quelle est l'intervention qui a été étudiée, quel est le traitement expérimental qui a été étudié. C, c'est pour comparaison, à quoi ce traitement expérimental a été comparé. Et O, c'est pour outcome ou objectif, et sur quel objectif a été évaluée l'efficacité des traitements. Donc,
vous allez voir, ils se sont intéressés à la sarcoïdose pulmonaire, comparé les corticoïdes versus pas d'immunosuppresseurs, corticoïdes plus immunosuppresseurs versus corticoïdes seuls, à la sarcoïdose cutanée, à la sarcoïdose cardiaque, à la neurosarcoïdose, à la sarcoïdose avec fatigue, avec la sarcoïdose avec maladie des petites filles. Et donc, ils ont analysé la littérature sur ces anomalies-là. Ils ont décidé de ne pas analyser les autres sarcoïdoses et les autres indications parce qu'il n'y avait pas assez de données de la littérature. Et finalement, ils ont ressorti de ça des algorithmes pour chaque atteinte. Donc la sarcoïdose pulmonaire, faut-il donner des corticoïdes en cas de sarcoïdose pulmonaire ou pas du tout de traitement immunosuppresseur? 19 articles étudiés pour finalement ressortir avec une recommandation forte, avec un faible niveau d'évidence. Il faut traiter une sarcoïdose pulmonaire en cas de risque de mortalité, je vous ai dit, de la fibrose pulmonaire notamment, ou de handicap, avec une atteinte sur la CVF notamment. Faut-il donner des immunosuppresseurs associés aux corticoïdes vers des corticoïdes seuls? Oui, et l'immunosuppresseur qui est mis en évidence, mis en exergue, c'est le méthotrexate, qui est proposé en première intention après les corticoïdes, dans les sarcoïdoses symptomatiques, avec des risques de mortalité ou de handicap, lorsque les corticoïdes sont efficaces ou qu'il y a des effets indésirables. Là, vous voyez, c'est une recommandation conditionnelle, très faible niveau d'évidence. Et enfin, la deuxième étape, lorsque le méthotrexate est en échec, c'est l'infliximab, mais c'est encore plus faible comme niveau d'évidence. C'est l'infliximab. Donc voilà l'algorithme pour les sarcoïdoses pulmonaires. Donc, en cas de sarcoïdose pulmonaire, faible risque, on observe et on surveille. S'il y a un risque intermédiaire, la pratique clinique, c'est de donner des corticoïdes à faible dose. Quand il y a un haut risque, on donne des corticoïdes à forte dose. Lorsque le traitement est efficace, on surveille et on diminue les corticoïdes. Lorsque le traitement n'est pas efficace, on passe à des immunosuppresseurs, en premier le méthotrexate, puis l'infliximab. Vous voyez que tout ce qui est en blanc relève plutôt de la pratique clinique que des recommandations. Concernant la sarcoïdose cutanée, faut-il donner des corticoïdes oraux ou pas d'immunosuppresseurs? Et puis, faut-il donner des immunosuppresseurs associés aux corticoïdes versus des corticoïdes seuls dans certains patients? Donc, c'est la corticothérapie, hein, vraiment la corticothérapie qui est le traitement de référence de la sarcoïdose cutanée lorsque les lésions sont actives et résistantes à un traitement local. Vous voyez dans l'algorithme, ce qui n'apparaît pas dans leurs recommandations en papier, c'est qu'après les corticoïdes, lorsqu'il y a des effets indésirables ou lorsqu'il y a une rechute, dans la pratique clinique, il y a le plaquenil qui apparaît. Il y a très peu d'études qui ont évalué le plaquenil. Finalement, ce qui a été le plus évalué dans les papiers de la littérature, c'est l'infliximab, les anti-TNF, en cas de sarcoïdose cutanée avec des lésions actives qui ne sont pas sensibles à la corticothérapie et associées éventuellement à du méthotrexate. Pour ce qui est de la sarcoïdose cardiaque, là, on est vraiment dans des recommandations fortes. Faut-il donner des corticoïdes ou des suppresseurs versus pas d'immunosuppresseurs? Alors l'élément important dans l'algorithme de la sarcoïdose cardiaque que vous allez voir ici, c'est que quel que soit le traitement que vous allez mettre, corticoïdes et immunosuppresseurs, lorsqu'il y a une indication à mettre un pacemaker, défibrillateur, il faut le mettre, il faut céder les rythmes moteurs. Sinon, le traitement de la sarcoïdose cardiaque, c'est la corticothérapie associée à des immunosuppresseurs qui est recommandée avec une recommandation forte, notamment en cas de troubles de conduction, de troubles du rythme ou de cardiomyopathe. Pour ce qui est de la neurosarcoïdose, faut-il mettre des immunosuppresseurs en cas de neurosarcoïdose versus pas d'immunosuppresseurs? Bien, la neurosarcoïdose, c'est comme la sarcoïdose cardiaque. En premier lieu, c'est des glucocorticoïdes, puis des immunosuppresseurs, le méthotrexate notamment, lorsqu'il y a une progression malgré la corticothérapie, et l'infliximab qui a été testé et évalué quand il y a une inefficacité de la corticothérapie. Rapidement sur la fatigue,
Faut-il mettre des immunosuppresseurs dans les malades qui sont fatigués? Vous savez que c'est une symptomatologie fréquente de la sarcoïdose. Et en fait, la première recommandation de la fatigue de la sarcoïdose, c'est l'entraînement, c'est l'exercice, c'est l'entraînement des muscles respiratoires. Et donc, parfois, certaines études ont évalué des médicaments, amphétamine, mais c'est très, très anglo-saxon, donc des méthylphénidates ou armodaphine, on n'utilise pas ça chez nous en France, mais les Américains utilisent volontiers. Alors, les petites fibres, c'est une atteinte de la sarcoïdose très particulière. C'est des malades très handicapés par des douleurs. Et vous voyez que finalement, il y a la question se pose de savoir s'il faut mettre des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Et là, très clairement, les experts n'ont pas retenu d'indication à faire une corticothérapie ou des immunosuppresseurs, sauf si vous avez par ailleurs une maladie active pulmonaire, cardiaque, hépatique. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez mettre des traitements et voir l'efficacité sur la maladie des petites fibres. Enfin, je vais finir sur les grands principes de la psychothérapie. Finalement, aucun traitement n'a l'AMM dans la sarcoïdose. Pour avoir l'AMM, il faudrait qu'il y ait des essais randomisés contrôlés en double aveugle contre placebo. Et ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas dans la sarcoïdose. Donc, il n'y a vraiment pas d'AMM et les posologies de corticoïdes n'ont jamais fait l'objet d'analyses strictes sur le plan méthodologique. Donc, on a été amené, et très clairement, c'est la tendance actuelle, à diminuer nos posologies de corticoïdes. Et vous voyez que dans le papier de l'ERS, le plus récent sur les recommandations, la dose d'attaque est très faible. On n'a vraiment pas l'habitude de ça. C'est 20 mg par jour. On ne sait pas quelle est la durée du traitement d'attaque. On ne sait pas quelle est la décroissance. On sait qu'il faut faire une dose de maintenance les derniers mois de 5 à 10 mg et une durée de maintenance de 1 à 2 ans. Les Anglais sont allés un peu plus loin dans leurs recommandations. Et la recommandation, c'est de débuter pour les sarcoïdoses standards qui nécessitent un traitement, une posologie de 20 à 40 mg, avec une durée de traitement d'attaque de 4 à 6 semaines, une décroissance de 5 mg tous les 15 jours, une dose de maintenance comme pour l'ORS de 5 à 10 mg, et une durée de maintenance de 6 à 12 mois, avec la possibilité de faire des boluses de solimédrol, et ça, c'est vraiment pas évalué, sur les atteintes sévères de l'œil, du cœur, du système nerveux central. Et parfois, chez les malades qui ont des formes insidieuses, où on se pose la question de l'activité, on peut débuter même à des doses beaucoup plus faibles à 10 mg. L'élément le plus important dans ces recommandations, c'est qu'on met des corticoïdes, on surveille les effets indésirables, et à chaque de surveillance, on réévalue la balance bénéfice-risque, notamment sur le diabète, l'hypertension, la prise de poids, l'ostéoporose, les troubles du sommeil et les effets indésirables les plus fréquents. Voilà, pour conclure, les recommandations internationales reposant sur une méthodologie stricte permettent de baser notre pratique sur une évidence, sur une qualité d'évidence importante. Malheureusement, on ne peut pas répondre avec cette méthodologie à toutes les questions. Donc, pour traiter nos malades qui arrivent tous les jours à notre consultation, il faut tout de même céder des recommandations qui sont faites par les experts, qui sont donc des mises au point sur de très nombreux sujets non traités par la littérature. Mais par contre, si on a des questions et qu'on doit les réévaluer périodiquement, et éventuellement, cela doit stimuler la réalisation d'essais randomisés contrôlés. Voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu. Je vous remercie de votre attention.